Chapitre 1. Le retour. Les bottes de Mitch Farrell touchèrent le sol américain pour la première fois en 11 mois, mais le poids sur ses épaules semblait plus lourd que lorsqu'il était parti. Tandis que les moteurs des 17 transports C-17 ralentissaient à la base conjointe Lewis McChord, la pluie de Washington martelait le tarmac. Autour de lui, les soldats embrassaient leurs familles, qui avaient attendu derrière les barrières jaunes, les enfants criant de joie, les épouses pleurant de soulagement. Mitch scruta la foule à la recherche de sa propre famille, de son fils de 7 ans, de sa femme Cheryl. Mais il ne trouva qu'un espace vide, là où ils auraient dû être. Il vérifia son téléphone. 3 appels manquaient de Cheryl au cours de la semaine passée, mais quand il avait essayé de la rappeler via la connexion sporadique de la base en Afghanistan, elle n'avait jamais répondu. Leur mariage se fissurait depuis des années, des lignes de tension se propageant comme des craquelures dans la glace. Elle voulait qu'il quitte l'armée, qu'il prenne un boulot de bureau qui le garderait à la maison. Il voulait qu'elle comprenne que certains hommes étaient faits pour servir, pour protéger, pour se dresser entre le chaos et les innocents. Farrell, le sergent Ian Ewing, lui tapa sur l'épaule. « Ta voiture n'est pas venue ?» « On dirait que non. » Mitch garda une voix égale. Ian avait servi 2 tours avec lui, le connaissait assez bien pour entendre ce qui n'était pas dit. « Tu veux que je te dépose ? Je passe par Tacoma. J'apprécie, mais je vais louer une voiture. J'ai besoin de faire un arrêt d'abord. » L'arrêt était une petite unité de stockage près de l'I5, une que Cheryl ne connaissait pas. À l'intérieur l'attendait un sac de survie qu'il avait préparé avant ce déploiement de l'argent liquide. Des documents, un Glock 19 qu'il avait acheté légalement 3 ans plus tôt. Mitch avait appris à Kandahar qu'il fallait toujours garder une stratégie de sortie, toujours maintenir la sécurité opérationnelle. Il n'avait jamais pensé en avoir besoin pour sa propre famille. Sa maison à Federal Way se trouvait dans un cul-de-sac de maisons identiques à 2 étages, avec des drapeaux américains et des minivans, le rêve suburbain, sauf que dans son allée se trouvait une Dodge Charger noire inconnue avec des jantes personnalisées et un système audio qu'il pouvait entendre pulser depuis la rue. La Honda de Cheryl était là aussi, couverte d'une semaine d'aiguilles de pin. La mâchoire de Mitch se serra. Il avait dormi dans la poussière du désert, évitant les balles des talibans pendant que quelqu'un se mettait à l'aise dans sa maison. Il essaya la porte d'entrée verrouillée, sa clé fonctionnait encore. À l'intérieur, la maison sentait le cru, fumée de cigarettes, eau de Cologne bon marché et quelque chose d'autre. La négligence, des assiettes empilées dans l'évier, du courrier éparpillé sur le comptoir, le sac à dos de son fils jeté dans un coin, couvert de poussière. Cheryl. Sa voix résonna dans le rez-de-chaussée vide. À l'étage, il entendit une chasse d'eau, puis des pas lourds. Un homme apparut en haut des escaliers, fin de la trentaine. Une carrure de rat de Jim qui commençait à s'empâter, portant le peignoir de Mitch. Carlton Mercer avait l'air de quelqu'un qui avait culminé au lycée et passé le reste de sa vie à essayer de le revivre. Tatouages tribaux, chaîne en or, le genre de démarche qui venait de n'avoir jamais affronté de vraies conséquences. « Qui diable es-tu » demanda Carlton. « J'habite ici. Où est mon fils ?» Mitch garda une voix égale. Professionnel, il avait interrogé des commandants talibans avec moins d'efforts qu'il n'en fallait pour ne pas envoyer cet homme à travers la rampe d'escalier. « Oh merde, t'es le mec de l'armée. » Carlton rit, sans bouger du haut des escaliers. « Cheryl n'a pas mentionné que tu revenais aujourd'hui. Elle est au boulot. Mec, et mon gamin ?» Il haussa les épaules. « Quelque part dans les environs. Ou, écoute, Hey, Joe, peut-être que tu devrais appeler avant de débarquer. C'est gênant. Hein, tu fais ton truc ? Protéger l'Amérique. Tout ça, mais Cheryl avait besoin de quelqu'un qui soit vraiment là. Quelqu'un qui n'abandonne pas sa famille pendant des mois. Les mains de Mitch se crispèrent. Où est mon fils ? Probablement chez un ami. Le gamin est toujours en train de se barrer. C'est pas ma responsabilité de le garder pendant que sa mère bosse. Chaque instinct que Mitch avait développé au cours d'une décennie de service militaire se mit à hurler. Le langage corporel de Carlton était faux. Défensif, cachant quelque chose, la maison était trop silencieuse. Et où était le rire de son fils ? C'est joué. Tout signe de vie sort de ma maison. Carlton ricana. C'est plus ta maison ? Frangen. Cheryl a dit que tu avais signé. Elle passe à autre chose. Peut-être que tu devrais faire pareil. J'ai signé des papiers de déploiement. Pas de divorce. Mitch sortit son téléphone. J'appelle la police. Pourquoi ? Un mec qui sort avec ton ex, c'est pas illégal. Soldat. Mitch composa le numéro de Cheryl. Ça sonna 5 fois, puis messagerie. Il essaya encore. Rien. Quelque chose n'allait pas du tout. Il passa devant Carlton pour entrer dans la chambre de son fils. Le lit était fait, trop fait, intact depuis des jours.
Les jouets étaient alignés en rang parfait, accumulant la poussière. Le store était baissé, la pièce sombre et renfermée. « Quand as-tu vu mon fils pour la dernière fois ?» Mitch se tourna pour trouver Carlton adossé au cadre de la porte. « Je sais pas. Matty, here ?» Il y a 2 jours, les gamins sont comme les chats. Ils disparaissent, puis ils reviennent quand ils ont faim. Il a 7 ans. Carlton se décolla du cadre de la porte. « Écoute, je sais pas ce que Cheryl t'a dit, mais elle avait besoin d'aide. Les factures, la maison, gérer un gamin qui arrêtait pas de parler de son papa. J'ai pris le relais. Alors, montre un peu de gratitude au lieu de revenir ici et essayer d'alpha-mal ton chemin de retour dans une vie que t'as abandonnée. » Mitch descendit les escaliers avant que Carlton ne puisse réagir. Il vérifia le garage. La Honda de Cheryl ne démarrait pas. Batterie morte. Le frigo contenait de la bière et des boîtes de plats à emporter. Rien qu'un enfant mangerait. Pas de dessin d'école sur le frigo. Pas de signe de vie. Puis il l'entendit. Faible. Venant de quelque part en dessous, un son qui fit geler son sang des pleurs. La porte du sous-sol était cadenassée de l'extérieur. Chapitre 2. La découverte. Mitch fixa le cadenas comme s'il s'agissait d'un engin explosif improvisé. En 12 ans de service militaire, 2 tours en Irak, 2 en Afghanistan, des opérations dans 3 autres pays qu'il ne pouvait pas discuter légalement. Il n'avait jamais ressenti une peur comme celle-ci. Pas pour lui-même, pour son fils. Pourquoi s'est verrouillé ? Sa voix sortit d'un calme mortel, le même ton qu'il avait utilisé avant d'ordonner des frappes sur des positions ennemies. Carlton l'avait suivi en bas, Cheryl l'a probablement verrouillé, le sous-sol inonde, problème de moisissure. On veut pas qu'un gamin descende là, les pleurs revinrent, plus faibles cette fois, une voix d'enfant, rauque et brisée. « Papa !» Mitch sortit le Glock avant même d'y penser consciemment. « Ouvre-le !»« Ouais !»« Mais qui ? C'est quoi ce bordel ?» Carlton recula. Main levée, tu peux pas juste ouvre-le maintenant. J'ai pas la clé. Cheryl l'a. Mitch tira une fois. Le cadenas se brisa. Des morceaux ricochant sur le béton. La porte s'ouvrit sur des gonds rouillés. L'odeur le frappa d'abord pourriture, déchets humains. Quelque chose de chimique et de mauvais. Pas de lumière sauf celle qui filtrait de la cuisine. Il trouva l'interrupteur. Une ampoule nue illumina l'enfer. Le sous-sol avait été transformé en quelque chose entre une prison et une chambre de torture. Un sac de couchage dans le coin, entouré de bouteilles d'eau vides. Un seau en plastique. Mitch ne regarda pas de trop près ce qu'il contenait, et dans le coin le plus éloigné, enchaîné à un tuyau exposé par une longueur de chaîne rouillée trop courte pour atteindre les escaliers, se trouvait son fils, Dwight Farrell. 7 ans. Ressemblait à quelque chose tiré d'une photo de crime de guerre. Ses vêtements étaient des haillons sales, ses bras et jambes étaient de couverts d'égratignures, certaines fraîches, d'autres infectées. Des crottes de rats étaient éparpillées sur le sol autour de lui. Ses lèvres étaient gercées et saignantes, mais ses yeux, mon Dieu, ses yeux s'illuminèrent encore quand il vit Mitch. « Papa » murmura Dwight. « Tu es revenu ?» Mitch traversa le sous-sol en 3 enjambées. La chaîne était sécurisée par un autre cadenas. Il le fit sauter, sans se soucier des ricochets. Son fils s'effondra dans ses bras, ne pesant rien, les côtes visibles à travers sa chemise. « Je t'ai maintenant ? Tu es en sécurité ?» Mitch souleva Dwight doucement, horrifié par sa légèreté. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Qui a fait ça ?»« Carlton, » murmura Dwight. « Il a dit que maman ne voulait plus de moi, que j'étais trop bruyant. Il m'a amené ici après ton départ. Il a dit que si je faisais du bruit, les rats m'auraient... Il m'a fait boire quelque chose de ce seau. Il a dit que c'était du poison pour rats. Il a dit que si j'essayais de m'échapper, je mourrais quand même. » Mitch regarda le seau, du liquide au fond, couleur rouille, probablement de l'eau sale mélangée à Dieu sait quoi. Carlton avait torturé psychologiquement un enfant de 7 ans. Depuis combien de temps ? Depuis combien de temps es-tu là-dedans ? Je sais pas. Il apportait de la nourriture parfois, de l'eau, mais ensuite il a arrêté. J'ai essayé d'appeler à l'aide, mais il a dit que maman savait. Il a dit qu'elle était d'accord, qu'elle voulait que je parte pour qu'elle puisse être heureuse. Mitch porta son fils en haut des escaliers. Carlton avait disparu, probablement fui quand les tirs avaient commencé. Mitch allongea Dwight sur le canapé, l'enroulant dans des couvertures propres, vérifiant ses blessures. Les égratignures ressemblaient à des morsures de rats. Certaines étaient infectées. Son fils était sévèrement déshydraté, malnutri, et montrait des signes d'empoisonnement, respiration laborieuse. Pupille dilatée, il appela le 911, ici Mitch Farrell, 2847 Pine Ridge Drive, Federal Way. J'ai besoin d'une ambulance immédiatement. Mon fils de 7 ans a été emprisonné et empoisonné.
Possible morsure de rat. Ingestion chimique. Déshydratation sévère. La standardiste le garda en ligne. Mitch serra son fils. Murmurant des promesses qu'il comptait tenir, l'ambulance arriva en 6 minutes. Les ambulanciers s'occupèrent de Dwight, branchant des perfusions, vérifiant les signes vitaux, le chargeant sur une civière. « Monsieur, vous êtes le père ?» Une ambulancière, Badge Dick und Grace Weeks, le regarda avec une préoccupation professionnelle. « Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé ? Je viens de rentrer d'un déploiement militaire à l'étranger. Je l'ai trouvé enchaîné au sous-sol. Il dit qu'on l'a forcé à boire de l'eau contaminée, possiblement du poison pour rats. Il est là-dedans depuis des jours, peut-être plus. » Le visage de Grace se durcit. « On l'emmène à Sainte. Francis, la police est prévenue ? C'est une scène de crime maintenant ?» La police de Federal Way arriva alors que l'ambulance s'éloignait. Mitch les rencontra à la porte. 2 officiers, un détective vétéran nommé Antonio Butler, qui avait vu trop de choses pour être surpris par quoi que ce soit. « Monsieur Farrell, je suis le détective Butler. J'ai besoin que vous me racontiez tout. » Mitch le fit. Chaque détail. Le sous-sol verrouillé, les chaînes. L'état de Dwight. La présence de Carlton Mercer dans sa maison. La Dodge Charger noire. Et où est Monsieur Mercer maintenant ? Il s'est enfui quand j'ai tiré pour briser les cadenas. J'ai un permis de port dissimulé. Je peux fournir la documentation ? Butler hocha la tête. On aura besoin de cette arme comme preuve. Et j'ai besoin que vous ne touchiez à rien dans ce sous-sol. Où est votre femme ? Je sais pas. Elle ne m'a pas pris à la base. Pas parlé depuis une semaine. La radio de Butler crépita. Il s'éloigna, parla doucement, puis revint avec un regard différent. « Monsieur Farrell, je dois vous informer qu'on traite ça comme une tentative de meurtre et un abus grave sur enfant. On émet un mandat d'arrêt contre Carlton Mercer. Je vais aussi devoir parler à votre femme. Moi aussi, détective. Laissez-nous gérer ça professionnellement. Je comprends que vous êtes des forces spéciales, rangées de l'armée, mais plus en service actif. Même ainsi, vous avez été entraîné à gérer des situations extrêmes. Ne devenez pas une situation vous-même. Laissez le système fonctionner. » Mitch hocha la tête, mais ils savaient tous les deux que c'était un mensonge. Le système avait déjà échoué, son fils avait été torturé dans sa propre maison pendant des mois et personne n'avait remarqué. Pas d'enseignants, pas de voisins, pas de contrôle de bien-être. Le système avait échoué, Mitch n'échouerait pas. Chapitre 3. L'enquête. Hôpital Saint. Francis. Unité de soins intensifs pédiatriques. Dwight gisait dans un lit entouré de machines qui bipaient et ronronnaient, des perfusions lui administrant des fluides et des antibiotiques. Le médecin dit qu'il survivrait à peine. Encore 2 jours et la déshydratation seule aurait pu le tuer. Les infections des morsures de rats nécessitaient un traitement antibiotique agressif. Le poison que Carlton l'avait forcé à boire était en fait de l'eau contaminée par la rouille, mélangée à des produits chimiques de nettoyage, causant des brûlures chimiques dans sa gorge et la paroi de l'estomac. Mitch s'assit à côté du lit, tenant la main de son fils, mémorisant chaque respiration superficielle. Une psychologue pour enfants était déjà passée, parlant d'un ton doux de traumatisme et de SSPT et de thérapie à long terme. Mitch écouta, hocha la tête, promit n'importe quoi, mais dans son esprit, il faisait des plans d'un autre genre. Son téléphone vibra. Cheryl. Mitch. Oh mon Dieu. Mitch. La police m'a appelé. Ils ont dit que Dwight est à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et ils disent Carlton, où es-tu ? Silence. Puis, je suis au travail, au restaurant. Qu'est-ce qui se passe ? Notre fils était enchaîné dans notre sous-sol pendant des mois, torturé, affamé, mordu par des rats. Ton petit ami l'a forcé à boire du poison ? Quoi ? Non. Non. Carlton n'aurait pas fait ça. Mitch, c'est insensé. Dwight était chez ma sœur à Spokane. Il allait bien, c'est... Arrête de mentir. La voix de Mitch pouvait couper l'acier. Je l'ai trouvé moi-même. Je l'ai porté hors de ce sous-sol. Il m'a tout raconté. Une autre pause. Quand Cheryl parla à nouveau, sa voix avait changé. Défensive. Coupable. Je ne savais pas que c'était si grave. Carlton disait qu'il gardait juste Dwight en bas quand il perdait le contrôle. Le gamin se comportait mal. Toujours en train de pleurer pour toi, perturbant tout, Carlton essayait de le discipliner. Il a enchaîné notre enfant dans un sous-sol comme un animal. Je ne savais pas pour la chaîne. Carlton disait qu'il avait verrouillé la porte quelquefois pour lui donner une leçon, mais je ne savais pas. Tu savais ? Mitch sentit quelque chose de froid s'installer dans sa poitrine. Une certitude, tu devais savoir. Tu avais la clé de ce cadenas ? Tu l'as entendu pleurer ? Tu passais devant cette porte tous les jours ? Je faisais des doubles shifts, j'essayais de garder la maison. Pendant que tu jouais aux soldats à l'étranger, j'avais les factures, le stress.
Un enfant qui n'arrêtait pas de parler de son père absent. Donc tu as laissé ton petit ami le torturer? Je ne savais pas que c'était si grave. Cheryl pleurait maintenant. Carlton disait qu'il avait la situation sous contrôle, que Dwight avait juste besoin d'une discipline ferme. Je pensais qu'il était juste en punition. Je ne descendais pas là. Carlton disait de ne pas saper son autorité, que j'étais trop douce. C'est pour ça que Dwight était si difficile. Mitch ferma les yeux. Tu l'as choisi lui plutôt que notre fils. J'ai choisi quelqu'un qui était vraiment là. Tu n'es jamais ici. Mitch, tu aimes l'armée plus que ta famille. Donc oui, quand Carlton a offert de l'aide, quand il a emménagé et réparé les choses et m'a accordé de l'attention, je l'ai laissé. Et peut-être qu'il est allé trop loin avec la discipline. Mais ce n'est pas tentative de meurtre, Cheryl. Abus grave sur enfant. C'est ce que le détective a appelé ça. Tu es complice? La ligne fut coupée. Le détective Butler arriva 20 minutes plus tard. Derrière lui marchait une femme en tailleur élégant. La procureure Faith Logan, qui avait bâti sa carrière sur des cas d'abus sur enfants très médiatisés. Monsieur Farrell. Faith tira une chaise. Je suis la procureure Logan. Je vais poursuivre cette affaire personnellement. J'ai besoin de vous poser des questions sur l'implication de votre femme. Mitch leur raconta l'appel téléphonique. Faith et Butler échangèrent des regards. A-t-elle admis savoir pour les abus? Demanda Faith. Elle a admis savoir que Dwight était enfermé au sous-sol. Elle prétend ne pas avoir connu l'étendue, mais elle devait l'entendre pleurer. Elle devait sentir l'odeur. Elle passait devant ce cadenas tous les jours. Ça pourrait suffire pour négligence et abus sur enfant. Manquement à protéger. On va l'amener pour interrogatoire. Faith se pencha en avant. Monsieur Farrell, je dois être clair. Cette affaire va être compliquée. Votre femme pourrait passer un accord. Témoigner contre Carlton Mercer en échange de charges réduites. C'est comme ça que ces choses fonctionnent souvent. Pas d'accord? Ce n'est pas votre décision. J'ai dit pas d'accord. La voix de Mitch était calme, mais Faith reconnut le ton. Elle l'avait entendu avant chez d'autres vétérans qui avaient appris que parfois justice et loi n'étaient pas la même chose. Monsieur Farrell, trouvez Carlton Mercer, chargez-les tous les deux, mettez-les en prison où ils doivent être. Et si le système ne peut pas faire ça, il regarda son fils, des tubes sortant de ses petits bras, alors je le ferai. Ça ressemble à une menace. C'est une promesse. Madame, Faith se leva, ne faites rien de stupide. Vous avez un fils qui a besoin de son père. Ne jetez pas votre vie pour de la vengeance. Après leur départ, Mitch passa un appel. Ian, c'est Mitch. J'ai besoin de ton aide. Et j'ai besoin que tu ne poses pas de questions. Tout ce que tu veux. Frère, qu'est-ce qu'il te faut? J'ai besoin de trouver quelqu'un. Vite. Et j'ai besoin d'informations que la police ne me donnera pas. Ian Ewing avait quitté les Rangers, mais il avait gardé ses contacts. En 2 heures, Mitch avait toute l'histoire de vie de Carlton Mercer étalée sur son ordinateur portable dans la cafétéria de l'hôpital. Né Carlton James Mercer, 38 ans, grandi à Kent, Washington. Père inconnu, mère toxicomane morte quand il avait 15 ans, ballotté dans des familles d'accueil. Dossier juvénile scellé, mais les contacts d'Ian suggérèrent de la violence même. Alors, le dossier adulte était plus intéressant, 3 accusations d'agression, toutes rejetées ou réduites, 2 ordonnances de restriction d'ex-petites amies, toutes 2 abandonnées quand les femmes avaient déménagé hors de l'État, un pattern de comportement prédateur. Toujours en choisissant des femmes vulnérables avec enfants, il avait emménagé avec 4 mères célibataires différentes au cours de la dernière décennie. Les services de protection de l'enfance avaient été appelés 2 fois, mais les enquêtes n'avaient mené nulle part. Carlton travaillait comme entraîneur personnel dans une salle de gym appelée Iron Temple à Tacoma, conduisait la Dodge Charger sous un prêt en retard de 3 mois, vivait au crochet des femmes chez qui il emménageait, ne contribuant à rien, prenant lentement le contrôle, un prédateur, et le système l'avait laissé continuer à chasser. Mitch passa un autre appel. « Ian, j'ai besoin d'une chose de plus. Peux-tu me donner une adresse ?» La famille de Carlton Mercer. Quiconque à qui il pourrait se réfugier. Mitch, qu'est-ce que tu prévois? Je prévois de m'assurer que mon fils obtienne justice. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Je sais. Ian soupira. Il a un oncle, Guy Mercer. Gère un atelier de démontage à Fif. Connu comme receleur, probablement déplace des biens volés. L'adresse est 4521 Pacific Highway. Mais Mitch, sois malin. T'as un gamin qui a besoin de toi. C'est exactement pourquoi je fais ça. Cette nuit-là, pendant que Dwight dormait sous garde à l'hôpital, Mitch partit. Il dit aux infirmières qu'il avait besoin d'aller chercher des vêtements à la maison. Au lieu de ça, il alla à l'unité de stockage, récupéra le reste de son équipement
et se dirigea vers le sud sur l'I5. L'atelier de démontage était exactement ce à quoi Mitch s'attendait. Barbeles, cameras, chiens de garde. Le genre d'endroit qui hurlait opérations illégales, mais Mitch avait infiltré des complexes talibans. Un atelier de démontage à FIF était du niveau amateur. Il entra par l'arrière, se déplaçant dans les ombres comme on lui avait appris. Les chiens n'aboyèrent jamais. Mitch avait apporté des friandises imprégnées de sédatifs. Les caméras avaient des angles morts, et Guy Mercer était assis dans son bureau à compter de l'argent. Complètement inconscient que la mort était entrée dans son bâtiment, Mitch pressa le Glock contre l'arrière de la tête de Guy. « Ne bouge pas, ne crie pas, réponds juste aux questions. »« Qui diable ? Où est Carlton ?» Guy se figea. « Je connais pas de Carlton. » Mitch pressa plus fort. « Ton neveu, Carlton James Mercer. Il a torturé mon fils ? La police le veut ? Je le veux plus. Où est-il ? Mec, je sais pas. Il m'a appelé il y a 2 jours, demandant de l'argent. Je lui ai dit non, pas entendu depuis. Tu mince, je jure. Écoute, quoi que Carlton ait fait, j'ai rien à voir avec ça. On n'est pas proche. C'est un raté. Toujours été. Je l'héberge pas. Mitch fouilla le bureau, trouva un téléphone portable dans le tiroir du bureau, pas le téléphone personnel de Guy. Burner. Il vérifia les appels récents. Un numéro apparaissait plusieurs fois. Code régional de Seattle. C'est qui ? Guy y jeta un œil. C'est, écoute, mec, Carlton a appelé de ce numéro. Il a dit qu'il avait besoin d'un endroit pour se planquer. Je lui ai dit non. J'ai parlé d'un endroit où il y a un motel, près de la Highway 99, le Sunset Motor Inn. C'est un trou à rats, pas de question. Cache seulement. C'est tout ce que je sais. Je jure, Mitch le crut. Il prit aussi le téléphone de Guy, son argent, et tira sur 2 de ses moniteurs de sécurité en sortant. Un message ? Coopère avec les gens qui cherchent un Carlton ou attends-toi à plus de visites. Le Sunset Motor Inn était exactement comme annoncé. Un trou à rats, 20 unités, moitié occupées par des gens qui ne voulaient pas être trouvés. Mitch se gara à 2 pâtés de maison et approcha à pied. La Dodge Charger noire de Carlton était garée devant l'unité 7, jante personnalisée captant la lumière des réverbères. Mitch vérifia son Glock, puis approcha de la porte. Chapitre 4. La chasse. Les rideaux de l'unité 7 étaient tirés, mais la lumière filtrait autour des bords. À l'intérieur, Mitch pouvait entendre la télévision, une émission de talk-show nocturne. Rires en boîte résonnant sur les murs bon marché. Il essaya la poignée, verrouillée. Bien sûr, il pouvait la défoncer. L'entraînement des Rangers le rendait plus que capable. Mais ce n'était pas une zone de combat, et il avait besoin de Carlton vivant pour répondre aux questions, besoin de comprendre à quel point c'était profond. Si Cheryl était vraiment complice ou juste négligente. Si d'autres avaient su et étaient à rester silencieux, il avait besoin d'informations avant de rendre justice. Mitch frappa. Livraison de pizza, mouvement à l'intérieur. Le volume de la télé baissa. J'ai pas commandé de pizza. C'est marqué unité 7. Prépayé. Vous voulez que je la ramène ? Une pause. Puis des verrous cliquants. La porte s'entr'ouvrit. Chaîne encore engagée. L'œil de Carlton apparut dans l'entrebâillement, injecté de sang et paranoïaque, puis écarquillé de reconnaissance. « Merde !» Mitch heurta la porte de son épaule, la chaîne s'arracha de son ancrage, Carlton trébucha en arrière, et Mitch fut à l'intérieur avec la porte refermée d'un coup de pied avant que Carlton ne puisse crier « Ne fais pas ça !» Mitch avait sorti le Glock. « Ne fais pas un bruit. Assieds-toi. » Carlton s'effondra sur le lit, main levée. « Écoute, mec. Quoi que Cheryl t'ait dit, elle ment. J'ai rien fait de mal. Le gamin avait besoin de discipline. Vous, les mecs de l'armée, devriez comprendre ça. Comprendre d'enchaîner un enfant de 7 ans dans un sous-sol. » La voix de Mitch était d'un calme mortel. Le même ton qu'il avait utilisé avant d'éliminer des cibles à Kandahar. Comprendre de l'affamer. De le faire boire du poison ? Il allait bien. Ce petit merdeux dramatique en rajoutait pour l'attention. Les gamins font ça. Mes parents adoptifs avaient de l'habitude de « Je me fous de ton enfance ?» Alors tu comprends pas, la voix de Carlton monta, tu comprends pas ce que c'est d'être indésirable, d'être jeté. Ce gamin avait tout, une maison, une mère, toi qui envoyais de l'argent de l'étranger. Il était mou, gâté. J'essayais de l'endurcir, de lui faire apprécier ce qu'il avait en le torturant. En lui apprenant les conséquences, Carlton se leva et Mitch fit un geste avec l'arme pour qu'il se rassoie. « T'es jamais là ?» Cheryl était dépassée. Dwight était hors de contrôle. Toujours en train de pleurer, toujours en train de geindre pour son papa. Quelqu'un devait être l'homme de la maison. T'es pas un homme, t'es un prédateur qui cible des femmes vulnérables et abuse de leurs enfants.
L'expression de Carlton changea. Moins de peur, plus de calcul. Tu vas pas me tirer dessus? T'es un soldat? Tu suis les règles? Tu vas me livrer aux flics et je prendrai un avocat. Cheryl témoignera que j'étais juste un parent strict. Le jury entendra parler de ton SSPT, de ton passé militaire violent. Peut-être qu'ils se demanderont si tu projettes, si t'es le vrai danger. Mitch le frappa avec le pistolet. La tête de Carlton claqua sur le côté. Du sang jaillissant de sa lèvre fendue, il s'effondra sur le lit, gémissant « Je suis pas ici en tant que soldat. Je suis ici en tant que père. » Mitch attrapa Carlton par sa chemise, le soulevant « Et tu vas me dire tout, chaque détail de ce que tu as fait à mon fils, chaque moment où il a souffert. Tu vas avouer, et je vais l'enregistrer, va te faire foutre. » Mitch le frappa encore. Puis encore, des années d'entraînement au combat, de combat au corps à corps, de violences contrôlées revinrent en force. Pas de rage, ça serait bâclé. C'était précis, professionnel. Briser la volonté d'un homme tout en le gardant conscient, assez pour parler. 10 minutes plus tard, Carlton pleurait, nez cassé, dents brisées, doigts pliés à des angles faux. Et il parlait, je l'ai enfermé là parce qu'il n'arrêtait pas de parler. Les premières semaines, je l'utilisais juste quand il se comportait mal, puis Cheryl a commencé à travailler de nuit, et c'était plus facile de le garder là. Pas besoin de s'occuper de lui. Il pleurait au début, mais ensuite il a appris, il est devenu silencieux. Le poison, c'était pas du vrai poison. Juste pour lui faire peur, je l'ai fait boire de l'eau rouillée d'un seau. Je lui ai dit que ça le tuerait s'il essayait de s'échapper. Pour le garder docile, les rats. Carlton rit à travers ses dents cassées. C'était sa faute? J'ai laissé de la nourriture là. Ça les a attirés? Je trouvais ça drôle. Le petit prince, vivant comme un rat, apprenant ce qu'est le monde réel, le doigt de Mitch se resserra sur la détente. Un tir? Finir ça maintenant? Le monde s'en porterait mieux, mais son fils était vivant. Et Dwight avait besoin de lui libre, pas en prison. Pourquoi? Demanda Mitch. Pourquoi faire ça à un enfant? Carlton croisa son regard, et Mitch vit quelque chose de vide. Quelque chose de brisé au-delà de la réparation. Parce que quelqu'un m'a enfin laissé faire. Parce que dans chaque foyer adoptif où j'ai vécu, chaque raclée que j'ai prise, chaque fois que j'ai été jeté, je voulais que quelqu'un d'autre le ressente. Et ce gamin avait tout. Donc je l'ai pris, je lui ai fait ressentir ce que j'ai ressenti. Il y avait la vérité, Carlton Mercer était irrécupérable. Pas un homme à réhabiliter, un cancer à exciser. Mitch se leva, récupéra l'enregistrement de confession de son téléphone. La police te cherche. La procureure Logan a un mandat. Ils te trouveront ici ce soir. Tu me livres, éventuellement. Mitch se dirigea vers la porte. Mais d'abord, tu vas vivre quelque chose, un moment d'enseignement, comme tu en as donné à mon fils. Qu'est-ce que tu... Mitch ferma et verrouilla la porte de l'intérieur, mit la clé dans sa poche, vérifia sa montre. Dans le coin de la chambre, il remarqua le mini-frigo débranché, le chauffage poussé au maximum. Je te laisse ici, porte verrouillée de l'intérieur, fenêtre peinte fermée. J'ai vérifié, t'as de l'eau dans la salle de bain, mais pas de nourriture, pas de téléphone, je prends le tien, pas moyen d'appeler à l'aide. Tu vas t'asseoir dans cette chambre, avoir de plus en plus faim et soif et devenir désespéré. Et tu vas comprendre ce que tu as fait à mon fils. Tu peux pas, c'est de l'enlèvement, emprisonnement illégal. Est-ce que tu as loué cette chambre? T'es dedans? Je pars juste. Peut-être que quelqu'un te trouvera, peut-être pas. Cet endroit ressemble au genre de motel où les gens se mêlent de leurs affaires. Je défoncerai la porte. Mitch sourit sans humour. Essaye. Mais j'ai bloqué le mécanisme. Et si tu fais trop de bruit, le gérant appellera les flics. Ils te cherchent. Donc soit tu meurs de faim en silence, soit tu te fais arrêter en essayant de t'échapper. Dans les deux cas, tu perds. Il partit par la fenêtre, la fermant de l'extérieur et la bloquant avec un tournevis. Derrière lui, Carlton commença à crier. Mitch s'éloigna. D'ici le matin, les cris s'arrêteraient. Carlton économiserait son énergie, commencerait à rationner l'eau de la salle de bain, vivre juste un avant-goût de ce qu'il avait infligé. La police recevrait un tuyau anonyme dans exactement 72 heures. Assez longtemps pour que Carlton souffre. Pas assez pour mourir. Mitch rentra à l'hôpital, dans le parking. Son téléphone sonna. Détective Butler, Monsieur Farrell. On doit parler. Votre femme prétend que vous l'avez menacée, dit que vous êtes instable, dangereux. Elle a demandé une ordonnance de restriction. Elle essaie de détourner de sa propre culpabilité. Peut-être, mais vous devez rester loin d'elle. Pas de contact. On enquête encore sur son implication et toute interaction pourrait compromettre l'affaire. Vous comprenez? Je comprends?
Détective. Bien. Aussi, on ne peut pas localiser Carlton Mercer. Son oncle prétend que quelqu'un a forcé son atelier de démontage, l'a menacé. Vous sauriez rien là-dessus? J'ai été à l'hôpital toute la nuit. Vérifiez les caméras? Je l'ai fait. Elles montrent que vous êtes parti environ 2 heures. Vous voulez expliquer où vous êtes allé? J'avais besoin de m'éclaircir les idées. Je suis allé faire un tour. Butler soupira. Monsieur Farrell, je compatis à votre situation, mais si vous poursuivez une justice vigilante, vous irez en prison. Votre fils a besoin de son père? Ne jetez pas ça! Mon fils a besoin de savoir que son père ne laisse pas les gens mauvais gagner, alors laissez le système. Le système l'a laissé tomber pendant des mois. Maintenant, c'est mon tour. Mitch raccrocha avant que Butler ne puisse répondre. 3 jours plus tard, Carlton Mercer fut découvert dans l'unité 7 du Sunset Motor Inn. Déshydraté, délirant, couvert de sa propre saleté, il avait tenu plus longtemps que prévu, buvant de l'eau du réservoir des toilettes, essayant désespérément de défoncer la porte, s'effondrant finalement d'épuisement. La police l'arrêta immédiatement. Carlton essaya de prétendre que Mitch l'avait emprisonné, mais les preuves ne le soutenaient pas. La porte avait été verrouillée de l'intérieur, les fenêtres, bien que bloquées, ne montraient pas de signes de sabotage externe que la police scientifique pouvait prouver, et les relevés téléphoniques de Carlton montraient qu'il avait réservé le motel volontairement. Le plus accablant était la confession enregistrée que Mitch avait envoyée anonymement à Butler, Carlton détaillant chaque acte de torture, chaque moment de cruauté, ses propres mots le condamnant. La procureure Faith Logan tint une conférence de presse. Nous accusons Carlton James Mercer de tentative de meurtre, abus graves sur enfant, torture et enlèvement. Nous accusons aussi Cheryl Farrell de mise en danger d'enfants et manquement à protéger. Cette affaire représente un échec choquant de la décence humaine. Et nous poursuivrons avec la plus grande sévérité. Mitch regarda depuis l'hôpital. Son fils enfin éveillé et conscient. Les blessures physiques de Dwight guérissaient, mais les dommages psychologiques prendraient des années. La psychologue pour enfants Christy Harvey visitait quotidiennement, utilisant la thérapie par le jeu et le counseling traumatologique. Lentement, Dwight s'ouvrait sur les mois d'abus. « Papa !» La voix de Dwight était petite, hésitante. « Carlton est parti? Vraiment parti? Il est en prison? Mon pote, il peut plus te faire de mal? Et maman ?» Cette question brisa le cœur de Mitch. Maman a fait de mauvais choix. Elle ne t'a pas protégé comme elle aurait dû. Elle savait, les yeux de Dwight se remplirent de larmes. Elle descendait parfois, apportait de la nourriture, mais elle ne m'a jamais laissé sortir. Elle disait que Carlton avait raison, que j'avais besoin d'apprendre à être silencieux, que j'étais trop problématique. Ce n'est pas ta faute. Rien de tout ça n'est ta faute. Tu vas repartir? Jamais. Je suis fini avec les déploiements. Je vais déposer mes papiers de décharge. À partir de maintenant, je reste ici avec toi. Le visage de Dwight s'illumina pour la première fois depuis le sauvetage. Vraiment? Tu promets? Je promets. Mais tenir cette promesse signifiait gérer les suites légales. L'avocat de Cheryl poussait pour un accord. Témoignage contre Carlton en échange de probation et counseling. Faith Logan recommanda à contre-cœur d'accepter, arguant qu'un jury pourrait sympathiser avec une mère célibataire dépassée par les circonstances. Mitch rencontra Faith dans son bureau en centre-ville. Elle était complice. Elle savait que notre fils souffrait et n'a rien fait. Je suis d'accord, mais prouver au-delà d'un doute raisonnable qu'elle a participé activement versus négliger d'agir est difficile. Les jurys sont compliqués avec des cas comme ça. Ils entendront parler de vos déploiements militaires, de vos absences. Ils entendront Carlton prétendre qu'il disciplinait l'enfant et que Cheryl le croyait. Le doute raisonnable s'insinue, donc elle s'en tire. Elle obtient 1 an de probation supervisée, counseling obligatoire, perte permanente de la garde et une condamnation pour mise en danger d'enfant sur son casier. Ce n'est pas la justice, mais c'est de la responsabilité. Et Carlton, on peut l'enterrer? Prison à vie sans libération conditionnelle. La confession que vous avez obtenue, malgré sa légalité douteuse, combinée aux témoignages de Dwight et aux preuves médicales, garantira la condamnation. Comment était une confession que je n'ai pas obtenue? Demanda Mitch innocemment. Faith sourit finement. La confession qui est apparue mystérieusement dans ma boîte mail d'un compte anonyme utilisant un VPN, cette confession-là, Monsieur Farrell, je ne suis pas stupide. Je sais que vous avez trouvé Carlton en premier. Je sais que la situation du motel n'était pas une coïncidence. Et je choisis de ne pas enquêter trop profondément parce que Carlton Mercer mérite tout ce qu'il reçoit. Mais vous n'êtes pas Batman. Vous ne pouvez pas continuer à dispenser une justice vigilante. Il y a des conséquences. Je sais, je les accepte. Vraiment? Parce que l'avocat de Cheryl demande la garde complète quand elle sortira de prison. Prétendant que vous êtes violent, instable.
Traumatisés par le service militaire, ils vont arguer que Dwight serait mieux avec une mère réhabilitée qu'avec un père avec SSPT qui force des ateliers de démontage et emprisonne des suspects. Le sang de Mitch se glaça. Ils peuvent pas, ils pourraient essayer. Et vu vos activités récentes, ils ont des munitions, donc j'ai besoin que vous soyez impeccable à partir de maintenant. Allez en thérapie, démontrez de la stabilité. Soyez le père parfait parce que cette bataille pour la garde arrive et vous devez la gagner. Cette nuit-là, Mitch resta éveillé dans le fauteuil de l'hôpital, regardant son fils dormir. La respiration de Dwight était stable maintenant, les infections guérissaient, le poids revenait lentement, mais les cicatrices psychologiques dureraient pour toujours. Terreur nocturne, problème de confiance, anxiété, et Cheryl voulait la garde. Mitch prit une décision, si le système légal ne protégeait pas son fils, il trouverait un autre moyen. Il appela Ian Ewing. « J'ai besoin d'infos sur l'avocat de Cheryl. » Tout! Vie personnelle, dossier professionnel. Squelette dans les placards, Mitch. Ne fais pas ça! Je vais pas blesser qui que ce soit. Mais je ne les laisserai pas me prendre mon fils à nouveau. Ce n'est pas négociable. Tu marches sur une ligne dangereuse. J'ai franchi cette ligne le jour où j'ai trouvé Dwight enchaîné dans un sous-sol. Je joue le jeu maintenant, aide-moi ou pas. Mais je fais ça, Ian soupira. L'avocat de Cheryl est Alexander Finlay. Gros cabinet en centre-ville. Spécialisé en droit familial. Réputation de requin. Il a 43 ans, divorcé 2 fois. 3 enfants qu'il voit à peine, un peu de problèmes de jeu, mais rien de poursuivable. Dépense de l'argent au Emerald Queen Casino la plupart des week-ends. C'est un début. Le lendemain matin, Mitch fit quelque chose d'inattendu. Il appela directement l'avocat de Cheryl. « Monsieur Finlay, ici Mitch Farrell. Je comprends que vous représentez ma femme dans la procédure de garde. » « Monsieur Farrell ?» La voix de Finlay était suave. Pratiquée, je devrais vous conseiller que toute communication devrait passer par « Je n'appelle pas pour discuter de l'affaire. J'appelle pour faire une observation. Vous avez 3 enfants, âgés de 16, 14 et 11 ans, 2 garçons et une fille. Vous payez une pension alimentaire à 2 femmes différentes et d'après mes calculs, vous êtes en retard de 3 mois sur les 2. Silence. Comment vous traitez vos propres enfants reflète comment vous vous battrez pour les autres. Vous avez déjà prouvé que vous ne priorisez pas les enfants, donc avant de vous tenir au tribunal et d'arguer que je suis un père inapte, demandez-vous si vous voulez que j'examine votre dossier parental devant un juge. Vous me menacez. Je vous rappelle que cette affaire implique un enfant qui a été torturé. Les médias sont intéressés. Les reporters enquêteront sur tout le monde impliqué, y compris les avocats. Ils poseront des questions sur pourquoi vous défendez une femme qui a laissé son enfant être abusée. Ils regarderont votre passé, vos finances, votre famille. Êtes-vous sûr de vouloir cet examen? Plus de silence. Puis, qu'est-ce que vous voulez? Je veux que vous conseilliez à votre cliente d'accepter l'accord et d'abandonner le combat pour la garde. En retour, je ne rends pas votre vie difficile, c'est du chantage. C'est la réalité. Vous avez 72 heures pour décider. Mitch raccrocha. 2 jours plus tard, l'avocat de Cheryl se retira de l'affaire. Elle accepta l'accord sans se battre. Et le plus important, elle signa la garde complète de Dwight à Mitch sans contestation. Le détective Butler appela cet après-midi-là. « Qu'est-ce que vous avez fait ?» J'ai eu une conversation. Finlay ne dira rien, mais il a lâché Cheryl comme si elle était radioactive. Vous avez utilisé quelque chose? Je lui ai rappelé les priorités. Farrell, vous jouez avec le feu. Une erreur et mon fils reste avec moi. C'est tout ce qui compte. Butler fut silencieux un moment. Le procès de Carlton est fixé dans 3 mois. Dwight sera prêt à témoigner. On le préparera avec le soutien de la thérapeute. Salle d'audience fermée. Il veut le faire, dit que Carlton doit payer. Le gamin est plus brave que la plupart des adultes. Je sais qu'il tient ça de vous. Il tient ça de survivre à l'enfer. Je lui ai juste donné les outils pour continuer à survivre. Chapitre 5. Le procès. 3 mois plus tard, Mitch entra dans la cour supérieure du comté de King en tenant la main de son fils. Dwight portait un nouveau costume qui le faisait presque ressembler à un enfant de 8 ans normal, presque, mais les ombres sous ses yeux, la façon dont il sursautait au bruit fort, la poigne blanche sur la main de Mitch, ça racontait la vraie histoire. Carlton Mercer était assis à la table de la défense, flanqué d'un défenseur public qui avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Carlton avait perdu du poids en prison, la carrure de rat de Jim avait flétri, la prison n'avait pas été clémente avec les abuseurs d'enfants accusés, la garde protectrice ne pouvait faire que tant quand le mot se répandait sur ce que vous aviez fait. Le dossier de l'accusation était accablant. Les preuves médicales montraient des mois d'abus, photos du sous-sol, des chaînes, des crottes de rats. Le témoignage de Dwight
délivré via télévision en circuit fermé pour qu'il n'ait pas à affronter Carlton, était dévastateur dans sa simplicité. Il disait que j'étais mauvais, que papa était parti parce que j'étais mauvais, que si j'étais silencieux et bon, peut-être que papa rentrerait, mais je pouvais pas être assez bon, donc il m'a enfermé dans le noir, et les rats sont venus. Le jury regarda en silence, plusieurs pleurant ouvertement. La défense essaya d'arguer que Carlton avait tenté de discipliner un enfant hors de contrôle avec des problèmes de développement. Ils firent venir un psychologue qui témoigna sur les techniques de parentalité stricte, sur comment certains enfants nécessitaient des limites fermes. La procureure Faith Logan les détruisit en contre-interrogatoire. « Docteur, les limites fermes incluent-elles d'enchaîner un enfant à un tuyau, de le faire boire de l'eau contaminée, de le laisser être mordu par des rats ? Eh bien, non. Bien sûr que non. Alors, quel est votre argument ? Parce que ce n'est pas de la discipline, c'est de la torture. » Le dossier de la défense s'effondra quand ils essayèrent d'introduire des preuves sur le service militaire de Mitch, suggérant que son SSPT et son entraînement violent le rendaient un témoin peu fiable. Faith objecta immédiatement, et le juge l'accepta. La confession enregistrée de Carlton, celle que Mitch avait obtenue illégalement, fut déclarée irrecevable en raison de problèmes de chaîne de custodie, mais ça n'importait pas. Les preuves physiques seules étaient accablantes. L'oncle de Carlton, Guy Mercer, témoigna pour l'accusation après avoir reçu l'immunité. Carlton m'a appelé, se vantant d'avoir brisé l'esprit du gamin, disant que c'était facile, que la mère s'en fichait tant que Carlton gardait le gamin silencieux. Il en jouissait, c'est ce qui m'a effrayé. Il ne disciplinait pas, il blessait quelqu'un de plus faible parce qu'il pouvait... Le jury délibéra pendant 90 minutes coupable sur tous les chefs. La sentence vint 2 semaines plus tard. Le juge Ronald Scott avait une réputation de dur mais juste. Il avait vu d'innombrables cas d'abus sur enfants, mais celui-ci l'affectait clairement. Monsieur Mercer, en 30 ans sur le banc, je n'ai jamais vu une cruauté aussi calculée et soutenue contre un enfant. Vous avez torturé Dwight Farrell non par une discipline mal guidée, mais parce que vous aimiez exercer le pouvoir sur quelqu'un d'impuissant. Vous êtes un danger pour la société, particulièrement pour les enfants. Carlton commença à parler, mais son avocat le fit taire. Je vous condamne à l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Vous passerez le reste de votre vie naturelle au pénitencier de l'État de Washington. J'espère que vous utiliserez ce temps pour contempler la souffrance que vous avez infligée à un enfant innocent. Carlton Esplosa, ce gamin le méritait. Petit merde gâté, son père l'abandonne, sa mère ne veut pas de lui. Et je suis le méchant pour lui apprendre la réalité. 3 huissiers le plaquèrent. Alors qu'ils le traînèrent dehors, il croisa le regard de Mitch. « Tu crois que t'as gagné ? T'as ruiné ta propre vie aussi ? Rejeté militaire, jouant au papa, ce gamin est de la marchandise endommagée maintenant, juste comme son père brisé. » Mitch ne réagit pas, serra juste Dwight plus fort. Dehors la cour, les reporters grouillaient. Faith Logan géra la plupart des questions, mais un reporter s'adressa directement à Mitch. « Monsieur Farrell, certains vous appellent un héros pour avoir sauvé votre fils et apporté la justice. Comment répondez-vous ? Je ne suis pas un héros. Je suis un père qui est rentré. Le vrai héros est mon fils, qui a survécu à l'enfer et a trouvé le courage d'en parler. C'est de la bravoure. Qu'est-ce qui suit pour vous et Dwight ? La guérison ? Thérapie ? Construire une vie où il se sent en sécurité ? C'est tout ce qui compte maintenant ? Mais ce n'était pas entièrement vrai. Cette nuit-là, après que Dwight se soit enfin endormi, encore tourmenté par des cauchemars, mais s'améliorant, Mitch reçut un appel d'un numéro inconnu. « Monsieur Farrell, ici William Case. Je suis un avocat représentant Cheryl Farrell. Elle a déjà abandonné la garde ? Qu'est-ce qu'elle veut de plus ? Madame Farrell demande des droits de visiteur, supervisés, minimales, mais elle veut faire partie de la vie de son fils. Non, légalement, elle a des droits, elle a complété ses termes de probation, assisté au counseling. Le tribunal pourrait accorder des visites supervisées, elle l'a laissé être torturée. Elle passait devant cette porte de sous-sol tous les jours, en sachant qu'il souffrait, et maintenant elle veut jouer à la mère. Ce n'est pas ma décision. Monsieur Farrell, je vous informe simplement que nous déposons la motion, vous aurez l'opportunité de la contester au tribunal familial. » Mitch raccrocha. Il fixa son téléphone, sentant la rage froide familière monter. Carlton était en prison, mais les dommages qu'il avait causés continuaient à se propager. Cheryl essayait de se frayer un chemin de retour dans la vie de Dwight, et le système légal, le même qui avait échoué son fils pendant des mois, allait lui donner cette chance. Non, ce n'était pas encore fini. Chapitre 7. La confrontation. Mitch trouva Cheryl dans son nouvel appartement à Renton, un studio au-dessus d'un restaurant vietnamien.
Payé par ses parents qui étaient revenus à Washington après avoir appris pour les abus, ils avaient été horrifiés, prétendant n'avoir rien su du traitement de Dwight par Carlton. Mitch les croyait à moitié. Ils avaient toujours été distants, égocentriques, aveugles volontairement aux problèmes dans la vie de leur fille. Il frappa. Cheryl répondit en pantalon de yoga et un vieux hoodie des Seahawks. Un qui avait été à lui, réalisa-t-il. Ses cheveux étaient attachés, visage sans maquillage. Elle paraissait plus vieille, usée, mais pas brisée, pas assez coupable. « Mitch, tu peux pas être ici. L'ordonnance de restriction a expiré après le procès. On doit parler. De ta motion pour visite ?» Elle hésita, puis s'écarta. L'appartement était spartiate. Meubles d'occasion, vêtements pliés sur une chaise, vaisselle séchant près de l'évier. Au mur était accrochée une seule photo. Dwight avant les abus, souriant à une fête d'anniversaire. « Il me manque, » dit Cheryl doucement. « Je sais que je mérite pas de le voir, mais c'est mon fils aussi. Tu as forfait ce droit. J'ai fait des erreurs. Tu as laissé Carlton torturer notre enfant. Ce n'est pas une erreur. C'est un choix. » Le visage de Cheryl se froissa. « Je sais. D'accord. J'étais dépassé, épuisé. Carlton semblait si serviable au début. Quand il a commencé à discipliner Dwight durement, j'ai pensé que peut-être j'étais trop douce. Peut-être que c'est pour ça que Dwight était si difficile. Donc t'as laissé ça escalader ? Je ne savais pas que c'était si grave. Le sous-sol était censé être des punitions. Des périodes courtes. Je travaille de nuit, donc j'étais pas toujours là quand... Tu avais la clé du cadenas ? Interrompit Mitch. Tu l'as verrouillé toi-même ? Ne prétends pas que Carlton a agi seul. Cheryl se tut. C'est ce que je pensais. Mitch se dirigea vers la porte. Je suis venu ici pour te dire en personne. Reste loin de Dwight. Il veut pas te voir. Il fait des cauchemars de toi, debout en haut des escaliers du sous-sol, l'écoutant pleurer et partant. Ta motion pour visite échouera parce que Dwight dira au juge qu'il veut pas te voir. Il a 8 ans. Il comprend pas. Il comprend que tu as choisi Carlton plutôt que lui, que tu as priorisé ta relation sur sa sécurité. C'est assez. Je suis sa mère. Tu as abandonné ce titre quand tu l'as laissé souffrir. La biologie ne fait pas de toi une mère. Protéger ton enfant le fait, et tu as échoué. Mitch partit avant qu'elle ne puisse répondre, mais alors qu'il atteignait son camion, Cheryl apparut dans l'encadrement de la porte. « Tu te crois si parfait ? Tu nous as abandonnés pour l'armée, des années de déploiement, me laissant seul pour élever un enfant que je n'ai jamais voulu au départ. » Mitch se figea, se tourna. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Le visage de Cheryl était rouge. Larmes coulant, « Je voulais pas de bébé. Je te l'ai dit quand je suis tombée enceinte, mais tu as insisté, dit qu'on y arriverait, que tu serais là, puis tu es parti, déploiement après déploiement, et j'étais coincé avec un gamin qui me rappelait tous les jours la vie que j'avais abandonnée. Donc t'en voulais à Dwight ? Je t'en voulais à toi. » Elle sortit de l'appartement. « Tu as pu être le héros, servant ton pays, pendant que je changeais des couches et gérais des crises et abandonnais ma carrière et ma liberté. Donc oui, quand Carlton est arrivé et a offert de l'aide, je l'ai laissé. Et quand il est allé trop loin, je ne l'ai pas arrêté parce que... » Elle s'arrêta, réalisant ce qu'elle allait dire. « Parce que quoi ?» La voix de Mitch était glace. « Dis-le. Parce qu'une partie de moi voulait que Dwight parte, » murmura Cheryl. « Pas mort, jamais mort, mais parti ailleurs, avec toi, avec mes parents, juste plus ma responsabilité. Et Carlton a fait ça. Il a pris Dwight de mes mains et je l'ai laissé parce que j'étais fatiguée d'être mère. Voilà, la vérité, pas de la négligence, pas d'être dépassée, de la malice réelle, un désir réel de se débarrasser de son propre enfant. T'es un monstre, dit Mitch doucement. Je suis honnête, ce qui est plus que ce que tu peux dire. Tu es si inquiet pour Dwight. Mais et toi ? Tu nous as laissés, tu as choisi la guerre sur la famille, tu t'en soucies maintenant seulement parce que tu te sens coupable. Je suis parti pour servir mon pays, tu as laissé notre fils être torturé parce que tu étais égoïste. On n'est pas pareil. » Mitch monta dans son camion, démarra le moteur. Cheryl tapa sur la vitre. « Tu peux pas me l'enlever ? J'ai des droits. Le tribunal va. » Le tribunal entendra exactement ce que tu viens de dire. Chaque mot, parce que je l'ai enregistré. Le visage de Cheryl blêmit. Mitch leva son téléphone. L'app d'enregistrement encore en marche. « Tu peux pas utiliser ça. Washington est un État à consentement de 2 parties. Cet enregistrement est illégal. Pour une poursuite criminelle ? Oui, mais le tribunal familial a des règles différentes. Et les juges ont tendance à froncer les sourcils sur les mères, admettant qu'elles voulaient leurs enfants partis. Ta motion pour visite est morte. Accepte-le. Il partit,
laissant Cheryl crier dans le parking. Cet enregistrement alla à Faith Logan le lendemain, avec l'avocat de Mitch qui gérait l'affaire de garde. 2 semaines plus tard, la motion pour visite de Cheryl fut rejetée. Le juge statua que tout contact serait préjudiciable à la récupération psychologique et au bien-être de l'enfant. Dwight pleura quand il l'entendit. Pas de tristesse, mais de soulagement. Je dois pas la voir. Jamais. Pas avant tes 18 ans et que tu puisses décider toi-même. Je voudrais pas non plus alors. Mitch le croyait, mais la victoire semblait creuse, parce que tard la nuit, quand les cauchemars de Dwight le réveillaient en criant sur les rats et l'obscurité, et la voix de sa mère disant « Sois silencieux ». Mitch comprenait que les dommages de Carlton et Cheryl dureraient pour toujours. La justice avait été servie légalement, Carlton était en prison, Cheryl était hors de leur vie. Mais les vrais dommages ne pouvaient pas être enfermés ou divorcés. Chapitre 8. La guérison. 6 mois après le procès, Mitch et Dwight déménagèrent dans une petite maison à Olympia, assez loin de Federal Way pour que ça semble un nouveau départ, assez proche de Seattle pour les rendez-vous médicaux et la thérapie. C'était un endroit modeste, 2 chambres. Une cour avec une clôture où Dwight pouvait jouer en sécurité. La première chose que Dwight demanda fut un chien. « Je veux un gros ?» Dwight expliqua aux volontaires du refuge, un qui est fort et brave, un qui laissera personne nous faire du mal. Ils adoptèrent Max, un berger allemand croisé avec un tempérament doux malgré sa taille intimidante. Max dormait dans la chambre de Dwight. Un système d'alarme vivant, un animal de soutien émotionnel en un. La thérapie continuait 3 fois par semaine. Christy et Harvey rapportaient des progrès réguliers. Dwight apprenait à traiter le traumatisme, à comprendre que ce qui s'était passé n'était pas sa faute, qu'il était en sécurité maintenant, mais il avait encore des terreurs nocturnes, sursautait encore au sous-sol et portes verrouillées, demandait constamment si Mitch partait. Jamais. Mitch promettait chaque fois « Je suis fini avec les déploiements, ma seule mission maintenant est d'être ton papa ». Fidèle à sa parole, Mitch avait soumis ses papiers de décharge, l'armée les avait accordés immédiatement, son dossier de service était exemplaire et sa situation justifiait une libération compassionnelle. Maintenant, il travaillait dans la sécurité, consultant pour une firme privée, paperasse ennuyeuse et évaluation de risque qu'il pouvait faire de la maison. Le salaire était moindre, mais la stabilité valait plus que l'argent, la vie développait un rythme, dépôt et ramassage à l'école. Séance de thérapie, devoirs à la table de la cuisine, promenade du chien, randonnée du week-end dans les cascades. Lentement, prudemment, Mitch construisait l'enfance que Dwight méritait. Mais des ombres persistaient. Un après-midi, Mitch reçut un appel inattendu, détective Antonio Butler. Farrell, besoin de vous informer de quelque chose. Carlton Mercer a été attaqué en prison, poignardé aux côtes. Il est en état critique à l'hôpital de la prison. Mitch ne ressentit rien, pas de satisfaction, pas de culpabilité, juste un constat vide. Il va survivre, probablement, mais il est terrifié. Les autres détenus ont appris ce qu'il a fait. Les abuseurs d'enfants ne s'en sortent pas bien en population générale, même en garde protectrice. Le mot trouve un chemin, ce n'est pas mon problème. Non, mais il prétend que vous l'avez arrangé, dit que vous avez des connexions à l'intérieur, que vous avez commandé un coup, c'est ridicule. Je sais, mais je devais demander, l'avez-vous fait? Non. Détective, j'ai pas besoin d'arranger quoi que ce soit. La prison a son propre système de justice pour les gens comme Carlton. Que ça fonctionne? Butler marqua une pause. Vous avez changé? Quand vous êtes rentré de déploiement, vous étiez en colère mais contrôlé. Maintenant, vous êtes juste froid. J'ai appris que la colère est un gaspillage d'énergie. L'efficacité froide obtient des résultats, c'est ce qui m'inquiète. Après l'appel, Mitch s'assit sur sa terrasse arrière, regardant Dwight et Max jouer dans la cour. Son fils riait, un son qui avait été absent si longtemps qu'il semblait un miracle. Mais Mitch connaissait la vérité. Il avait changé, le système avait échoué son fils, et Mitch avait été forcé de sortir de lui pour rendre justice. Il avait franchi des lignes qu'il ne pouvait plus défranchir. Cette nuit-là, après avoir bordé Dwight, Mitch trouva une enveloppe sous sa porte. Pas d'adresse, pas de timbre. Livré à la main, à l'intérieur était une coupure de journal du Tacoma News Tribune. Homme local arrêté dans un raid sur atelier de démontage. L'article détaillait comment l'opération de Guy Mercer avait été démantelée par des agents fédéraux. Des tuyaux anonymes avaient mené à des preuves de trafic de véhicules volés à travers les lignes d'État. Guy faisait face à 20 ans en prison fédérale. Jointe était une note manuscrite drôle, comment le karma fonctionne. Un ami, Mitch, sourit. Il n'avait pas oublié le rôle de Guy dans l'hébergement de Carlton. Apparemment, quelqu'un d'autre non plus.
Peut-être Yann avait appelé des faveurs, ou peut-être que l'univers l'avait bien fait occasionnellement. Le lendemain matin, Mitch reçut un appel de Faith Logan. « Je voulais vous donner une mise à jour. Cheryl Farrell a violé sa probation. Arrêtée pour conduite en état d'ivresse la semaine dernière, elle purgera le reste de sa sentence. Environ 8 mois. Puis réhab obligatoire. Comment ça affecte la garde? Ça n'affecte pas. Vous avez la garde complète permanente. Ça assure juste qu'elle ne déposera plus de motion pendant un moment. La femme s'autodétruit. Après avoir raccroché, Mitch ressentit quelque chose d'inattendu. De la pitié? Pas du pardon? Jamais du pardon, mais de la pitié pour quelqu'un de si brisé qu'il détruisait tout autour d'eux, y compris eux-mêmes. Ce soir-là, Dwight posa une question que Mitch avait redoutée. « Papa, pourquoi maman a laissé Carlton me faire du mal ?» Mitch posa la vaisselle qu'il lavait, s'assit à côté de son fils à la table de la cuisine. Max vint immédiatement, reposant sa tête sur les genoux de Dwight. « Ta maman était brisée de façon qu'on n'a pas vue. Elle a fait de terribles choix, des choix impardonnables. Mais c'est sur elle, pas sur toi. Tu ne méritais rien de ce qui s'est passé. Tu étais un bon gamin qui méritait de la protection, et les adultes dans ta vie t'ont laissé tomber. Sauf toi. Je t'ai laissé tomber aussi. J'étais pas là. J'aurais dû voir les signes avant de déployer. Aurions dû m'assurer que tu étais en sécurité. Mais tu es revenu. Tu m'as sauvé. C'est mon boulot. C'est ce que font les pères. » Dwight fut silencieux un moment. Puis, quand je serai grand, je veux être comme toi, forte et brave. Quelqu'un qui protège les gens. La gorge de Mitch se serra. « T'es déjà plus brave que moi, mon pote. Tu as survécu à l'enfer et t'es encore là, encore en train de te battre. Ça prend plus de courage que tout ce que j'ai jamais fait. Les cauchemars s'arrêteront. Christy dit qu'ils le feront. Éventuellement, ça prend du temps. Combien de temps? Aussi longtemps que ça prend. Et je serai là tout du long. » Dwight le serra alors, et Mitch le tint fort, sentant le battement de cœur de son fils, vivant et en sécurité. C'était assez... Ça devait être assez... Chapitre 9. Le règlement de compte. 2 ans plus tard, Mitch se tenait dans la cour de leur maison à Olympia, regardant Dwight, maintenant 10 ans, s'entraîner au baseball avec son équipe de petite ligue. Le garçon s'était rempli, avait grandi plus fort, le regard hanté dans ses yeux avait pâli, remplacé par quelque chose ressemblant à la normalité, pas complètement guéri, mais en guérison. C'était le meilleur résultat qu'il pouvait espérer. Max, grisonnant maintenant, mais encore protecteur, gisait aux pieds de Mitch. La vie s'était installée en quelque chose de soutenable. Dwight excellait à l'école, se faisait des amis prudemment mais sincèrement. La thérapie continuait, mais seulement 1 fois par mois maintenant. Les cauchemars avaient diminué à 1 ou 2 fois par semaine au lieu de nocturnes. Le téléphone de Mitch vibra. Numéro inconnu. Il faillit l'ignorer, mais quelque chose le fit répondre. « Monsieur Farrell ?» Une voix de femme. Professionnelle. « Ici Pamela Lowe. Je suis une avocate des victimes avec le département des corrections de l'État de Washington. J'appelle au sujet de Carlton Mercer. » Le sang de Mitch se glaça. « Quoi à son sujet? Il a été attaqué à nouveau hier, cette fois par plusieurs détenus. Il est en état critique. Le directeur voulait vous informer parce que, eh bien, on ne s'attend pas à ce qu'il survive. Il demande à vous parler? Non, Monsieur Farrell. Je comprends que c'est difficile, mais il prétend avoir des informations sur d'autres victimes. Des enfants qu'il a blessés avant. Le FBI est impliqué, mais il ne parlera qu'à vous. » Mitch ferma les yeux. Bien sûr, même en mourant, Carlton voulait manipuler pour maintenir le contrôle. Je ne suis pas intéressé par ces derniers mots. Et les autres familles, les enfants qui pourraient obtenir une clôture, c'était l'hameçon. La seule chose que Mitch ne pouvait ignorer, donnez-moi les détails. 3 jours plus tard, Mitch entra dans l'aile hospitalière de sécurité maximale du pénitencier de l'État de Washington. Carlton gisait dans un lit d'hôpital, enchaîné malgré être à peine capable de bouger. La prison l'avait détruit, la carrure de rat de Jim avait disparu, remplacée par un cadre squelettique. Son visage portait des cicatrices de multiples passages à tabac, un œil était enflé fermé. Il sourit quand il vit Mitch, dents cassées, mais encore ce sourire prédateur. « T'es venu... Je suis ici pour les autres victimes. Parle, droit au but. C'est ce que j'ai toujours aimé chez toi. Farrell, pas de conneries. » Carlton toussa, du sang tachetant ses lèvres. 4 autres femmes, 4 autres familles. Avant Cheryl, même pattern. Emménager, établir le contrôle, blesser les gamins, jamais laisser d'évidence. Les parents étaient toujours trop effrayés ou complaisants pour rapporter « Noms ». Carlton débita 4 noms. Mitch enregistra tout. Lieu, dates. Détails sur les abus,
Chaque histoire était une variation du cauchemar de Dwight, différentes méthodes, même plaisir sadique à torturer des enfants. « Pourquoi me dire ça maintenant ?» demanda Mitch. « Parce que je meurs, parce que ces familles méritent de savoir que ce n'était pas leur faute. Que j'étais toujours le monstre ?» Le sourire de Carlton pâlit. « Et parce que je veux que tu comprennes quelque chose, je me fous de ce que tu... T'es juste comme moi. » Mitch se figea. « Tu tortures des gens aussi ?» Carlton continua. « Peut-être pas physiquement, mais tu as détruit la vie de Cheryl. L'as fait arrêter, pris son gamin, assuré qu'elle ne récupérerait jamais. Tu as ruiné le business de mon oncle, l'as envoyé en prison fédérale. Tu m'as enfermé dans cette chambre de motel et laissé souffrir. Tu te crois le héros, mais t'es juste un autre homme utilisant la violence pour obtenir ce qu'il veut. J'ai protégé mon fils en devenant exactement ce que tu es. Un homme qui blesse des gens. Carlton tout ça encore, plus faible. Dans 10 ans, Dwight va réaliser que son père est un monstre aussi, différent genre que moi, mais encore un monstre. Et il fera plus confiance à personne. Je n'ai pas juste brisé ce gamin. Farrell, je t'ai brisé toi aussi. » Mitch se leva. « T'as tort, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour protéger les innocents et punir les coupables. C'est la justice. Continue de te dire ça. » Les yeux de Carlton se fermèrent. « Mais quand tu restes éveillé la nuit, te demandant si t'es allé trop loin, souviens-toi, c'est moi qui t'ai montré jusqu'où tu pouvais aller. C'est moi qui t'ai fait franchir ces lignes. » Mitch partit sans un mot de plus. Carlton Mercer mourut 2 heures plus tard, seul et sans deuil. Le FBI enquêta sur les 4 autres familles, trouva des preuves corroborant les confessions de Carlton. 4 autres enfants furent identifiés comme victimes. 4 autres familles obtinrent des réponses. La clôture qu'elles avaient été refusée pendant des années. Mitch assista à chaque réunion familiale alors qu'elles étaient notifiées, regarda les parents pleurer. Rhaegar s'effondrait sous le poids de la culpabilité qu'ils avaient portée. Certains le remercièrent pour avoir obtenu la vérité, d'autres le blâmèrent pour ne pas avoir trouvé Carlton plus tôt. Il accepta les deux. Sur le trajet de retour à Olympia après la dernière réunion, Mitch appela Ian Ewing. « Carlton est mort ? J'ai entendu. Comment tu te sens ? » « Vidé. Il a essayé de me convaincre que je suis juste comme lui. Que je suis un monstre aussi. » Ian fut silencieux un moment. « L'es-tu ? Je sais pas. J'ai franchi des lignes, menacé des gens, manipulé le système, laissé Carlton souffrir, fait des choses que je pensais jamais faire. Pour ton fils, tout ce que tu as fait était pour protéger Dwight et obtenir justice pour ce qui lui est arrivé. Carlton torturait des enfants pour le plaisir. Il y a une différence ? Est-ce qu'il y en a ? Une fois que tu commences à justifier la violence, où ça s'arrête ? Ça s'arrête quand tu décides que ça s'arrête. T'as fait des choix, frère, des choix sombres. Mais tu les as fait les yeux ouverts, acceptant les conséquences. Ce n'est pas être un monstre, c'est être humain dans une situation impossible. Mitch voulait croire ça. Il arriva à la maison pour trouver Dwight et Max attendant sur le porche. Son fils paraissait inquiet. « Tout va bien ? Papa, t'es parti longtemps ? Tout va bien ?» Mitch serra Dwight dans ses bras. « Mieux que bien ? Carlton est parti ? Vraiment parti cette fois ? Il peut plus blesser personne. »« Bien ?» Dwight recula. « Je suis content qu'il soit mort. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de mauvais ? Non, ça fait de toi un humain. Il t'a blessé ? C'est ok d'être content qu'il soit parti. T'es content ? » Mitch y pensa. Aux mots mourants de Carlton, aux lignes qu'il avait franchies, et s'il était devenu quelque chose qu'il n'aurait pas dû, puis il regarda son fils, vivant, en guérison, en sécurité, grandissant en un gamin fort, compatissant malgré tout. « Ouais, mon pote, je suis content. » Cette nuit-là, après que Dwight soit allé au lit, Mitch sortit un journal qu'il tenait depuis le sauvetage, page après page de sa propre thérapie. Traiter le traumatisme et les choix et les conséquences. Son thérapeute l'avait suggéré, une façon de confronter l'obscurité au lieu de l'enterrer. Il écrivit une entrée finale. Carlton avait raison sur une chose. « J'ai changé, je suis devenu plus dur, plus froid, prêt à franchir des lignes morales que je considérais autrefois sacrées, mais il avait tort sur le pourquoi. Je ne suis pas devenu un monstre, je suis devenu un père prêt à faire tout ce qui était nécessaire pour protéger son fils. Si c'est monstrueux, je l'accepte. Dwight prospère. C'est ce qui compte. Il est en sécurité, aimé et en guérison. Oui, il y a des cicatrices sur lui et sur moi, mais on les affronte ensemble, construisant quelque chose de mieux des ruines. Carlton voulait nous briser. Au lieu de ça, il nous a rendus plus forts, m'a fait comprendre que parfois le système échoue et que les bonnes personnes doivent faire des choix durs. Je porterai le poids de ces choix pour toujours. Mais je porterai aussi le poids de mon fils dans mes bras.
Vivant et en sécurité, et sachant que j'ai pris les bonnes décisions, la justice a été servie, légalement et autrement. Carlton est mort, Cheryl est hors de nos vies. Les autres victimes ont une clôture. Mon fils a un avenir. C'est assez... ça doit être assez... Mitch ferma le journal, dehors. Un hibou ulula dans l'obscurité. Max remua de sa place près de la porte de Dwight, vint poser sa tête sur le genou de Mitch. On l'a fait... Mon garçon, murmura Mitch. On l'a gardé en sécurité. La queue de Max frappa une fois en accord. Dans sa chambre, Dwight dormait paisiblement. Pas de cauchemar ce soir? Juste le sommeil profond et reposant d'un enfant qui sait qu'il est protégé, qui sait que son père marcherait à travers l'enfer lui-même pour le garder en sécurité. Et Mitch l'avait fait, littéralement et figurativement. Il était descendu dans l'obscurité, avait franchi des lignes, était devenu quelque chose de plus dur et plus impitoyable que le soldat qu'il avait été, mais son fils était en sécurité. C'était la mission, la seule mission qui comptait. À la fin, c'est tout ce que n'importe quel père pouvait faire se dresser entre ses enfants et l'obscurité. Peu importe le coût pour lui-même, Mitch Farrell avait fait exactement ça. Et il le referait sans hésitation. I've had so many rejections in my life. I've never been the first choice to anyone. I feel like a waste of space. No one's a waste of space. I mean, maybe some, like, presidents. But you're not. It's normal to get rejected. I didn't feel like someone's first choice until I met Kaylin. At 16 years old. There are some people who it takes so much longer. Like, you are on a path, you are on a journey. You're gonna be okay. There's someone for everyone. I know that sounds insane, but there is someone for everyone. There are plenty of people who tell Kaylin, hey Kaylin, leave Quinn for me. She's ugly as a butt. And Kaylin's like, fuck you. I don't think that. Everyone has different tastes, you guys. That sounds so random. I promise you it's related. But, like, there are some people who don't like how I look. How, Adriana Lima looks. Is that her name? I think that's her name. There are some people who... Oh my god. I met someone who didn't like how... Oh my god, what the fuck is... Why can't I remember her name right now? This is actually insane. Guys, Jennifer Lawrence is so hot. But she plays the girl in Jennifer's body, and I don't know how she's married to Machine Gun Kelly. How am I fucking forgetting her name? Megan Fox, yes. How the fuck did I forget her name? My brain kept saying Morgan, and I was like, it is not Morgan Quinn. It is not Morgan. Regardless, I was talking to some classmates, and they were like, and I was like, oh yeah, Megan Fox, so hot. And they were like, who? And I was like, Megan Fox, and showed them photos, and they were like, not for me. And I was like, what? Like, everyone has different tastes, and you gotta keep that in mind sometimes, because what? Like, there are some people who would reject Megan Fox. There are some people who would reject you. There are some people who reject me, who would reject anyone. Like, it is okay. And you are okay. And you have value outside of those rejections. If you're tired of the... Oh my god, phone. Me and my girlfriend have been in a relationship for 7 months. I love her so much, but I feel like we've lost our spark. Isn't normal. Common, yes. I don't know. Me and Caitlin have not lost our spark. I think things have changed. Instead of, like, the, like, heart racing, oh my god, like, what is going on? Like, that's not as prevalent. It's still there, but it's not as always, like, constantly, like, oh, I have such a... But I still have a crush on her. I still very much have a crush on her. And instead of, like, getting all... I still giggle. It's hard to... Instead of, like, the fresh love kind of behavior,
I just fall asleep when I'm with her. Like, I just get so sleepy and I just want to cuddle. So, like, get on our level. I don't know, but I don't know what you meant by lost our spark. Like, every moment still feels exciting with her. Oh my god, there's mushroom in this. I fucking hate mushroom. Sorry, so unserious. But, like, I love her. And I can't... So if it's not AI, it's pre-recorded. Brother? I don't know. Maybe it's... Oh, fuck, sorry. Maybe it's normal to lose your spark. I feel like everyone always says that. Like, the butterflies are going away. But I think it just changes, you know? Like, I don't feel like I've lost anything. I feel like instead of things being like